Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Voici les titres. Ouverture d'un atelier pour accompagner les personnes handicapées, ça a été ce matin à l'Institut supérieur des sciences. Et l'ONU annonce un accord sur le retrait des forces en présence à Hodeïda au Yémen. Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti. La Cour des comptes s'est réunie en audience solennelle hier dans la salle d'audience de la juridiction financière. L'événement a vu la participation du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Momin Ahmed Cher, et de tous les magistrats de la dite Cour. L'audience solennelle avait pour objectif de faire le bilan des activités de l'année écoulée d'une part et annoncer les orientations stratégiques ainsi que les grandes lignes de son programme de contrôle d'autre part. La Cour des comptes a réalisé près d'une vingtaine d'audits dont le résultat s'est traduit par la production de 2 rapports publics et en plus des rapports sur l'exécution de la loi des finances. À travers ces contrôles, la Cour des comptes a brossé un état des lieux profond de la gestion des finances publiques et de la gouvernance du secteur des établissements et des entreprises publiques. Elle a mis plus de 200 recommandations. La première présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahmoud Ibrahim, a dans son allocution mis en exergue que son institution a aussi inscrit au premier plan ses activités d'évaluation. Je propose de l'écouter. Et de contrôle en même temps pour l'année à venir. Donc c'était l'occasion et l'opportunité aujourd'hui de répondre à cette obligation légale et donc de faire une audience solennelle de la Cour des comptes. Dans le cadre de sa tournée dans la région de Tadjoura, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue délégué à la décentralisation, Hamed Mohamed Ramis, la représentante de l'UNICEF, Djenabou Maoudé, qui préside aussi le groupe local des partenaires de l'éducation, ont visité les localités de Mounkour et de Agandé dans la journée de dimanche. Les autorités locales, à savoir le préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta et le président de la région Omar Hussein, ainsi que les hauts cadres et responsables de 2 ministères, ont également pris part à cette visite. L'occasion pour la délégation de constater les conditions de vie des populations locales qui n'ont pas accès aux services sociaux de base, mais aussi l'occasion pour les 2 ministres et la haute responsable onusienne de prendre langue avec les notables, les chefs coutumiers, mais également la communauté locale pour s'enquérir de leurs doléances et leurs difficultés les plus urgentes. Des échanges qui ont permis de faire le tour des besoins urgents de ces communautés en infrastructures de base comme des écoles. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a mis l'accent sur la feuille de route du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, en matière de décentralisation, une politique basée sur la satisfaction des besoins de l'ensemble des communautés rurales en leur rapprochant les services de base. Et dans le cadre de la politique du président de la République qui consiste à rapprocher les infrastructures de l'État, à faire en sorte que tout Djiboutien, où qu'il soit, ait accès, comme ceux des villes, à l'école, aux soins et à toutes les priorités, que ce soit l'accès à l'eau, surtout qui sont à un niveau de décision. Il voulait constater des visus réellement, concrètement, si par rapport aux doléances qui ont été transmises depuis longtemps, si cette doléance correspond exactement à ce qui est sur le terrain. Donc aujourd'hui, les ministres, à travers cette tournée, les 2 ministres ont vu de visu qu'il y avait beaucoup d'enfants. Pour sa part, lors de son intervention devant l'assistance, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Ramis, a remercié la population pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé et il a précisé que le gouvernement djiboutien est solidaire dans toutes les actions exécutées au profit de la population. Il a mis l'accent sur la feuille de route du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, en matière de la décentralisation, qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de toute la population sur l'ensemble du territoire. Il a félicité le ministre de l'Éducation qui à travers ses déplacements dans cette zone avec une vingtaine de ses collaborateurs pour s'enquérir de la situation concernant l'éducation.
Partant de la feuille de route du chef de l'État, l'infrastructure éducative qui sera réalisée à Agandé permettra, a-t-il dit, la création et la concrétisation à d'autres secteurs de développement de base, à l'instar l'amélioration de l'accès à l'eau, la santé. C'est la meilleure approche de la politique de la décentralisation dans les zones reculées comme Agadé pour que les bénéficiaires soient acteurs et catalyseurs de leur propre développement dans leur terroir. Cette politique est basée sur la satisfaction des besoins de l'ensemble des communautés rurales en leur rapprochant autour de l'école les services de base comme l'eau, l'électricité ou encore la santé. Il a lui aussi mis l'accent sur l'impérieuse nécessité pour les communautés locales de s'approprier et d'assurer une création propre de ces infrastructures de base une fois construites. L'occasion pour Moustapha Mohamed Mahamoud, ministre de l'Éducation nationale, de donner des gages à ces populations à travers notamment sa politique d'instauration des systèmes des écoles rurales qui drainent autour d'elles l'ensemble des services sociaux de base comme les postes de santé, les forages, les retenues d'eau potable et les moyens de subsistance et notamment les activités génératrices de revenus mais aussi les moyens de transport et de communication. Il a insisté auprès des responsables communautaires et des chefs coutumiers de prendre possession de ces infrastructures et d'en assurer une gestion optimale afin de répondre au mieux aux attentes des populations locales. Comme je vous l'annonçais dans les titres, un atelier pour accompagner les personnes en situation de handicap dans les systèmes éducatifs s'est ouvert ce matin à l'Institut supérieur des sciences de la santé. Cet atelier a été placé sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, avec la participation de Doual Saïd Mohamed, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, des responsables des départements ministériels concernés et le directeur de la formation sanitaire et centre de simulation en santé de la Croix-Rouge française, Mohamed Abdelrahman. L'atelier avait pour objectif principal d'améliorer et de sécuriser le parcours de la scolarisation des personnes en situation de handicap. Écoutez, donc pour plus de précision, je propose d'écouter Mohamed Abdelrahman, directeur de formation sanitaire et centre de simulation en santé. Public, M. Ismaïlo Margaret, son excellence, qui est autour de dispositifs inclusifs autour du handicap. Cette mission, en tous les cas, a pour objet de faire un audit de tous les dispositifs inclusifs qui concernent autant le parcours scolaire, mais aussi également le parcours professionnel sur Djibouti par rapport aux citoyens qui sont en situation de handicap. Je dirais, c'est une mission de courte durée qui a pour objectif essentiellement de poser un diagnostic de besoins en termes de professionnalisation des acteurs qui sont là, en tous les cas, pour essayer de scolariser ces étudiants, ces élèves qui ont des besoins particuliers à Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est félicité de l'organisation de cet atelier. Il a remercié l'IRFSS, qui est un partenaire privilégié pour l'accompagnement des personnes à besoins spéciaux. Je propose de l'écouter. On est en train de travailler sur un programme très important. Le handicap est souvent vécu par les familles, surtout quand ils ont des enfants handicapés, parfois comme une honte, parfois comme une difficulté. Et souvent, nos sociétés rejettent les personnes handicapées parce qu'il faut que ces personnes soient suivies, que ces personnes soient encadrées, que ces personnes soient formées. Je pense que l'initiative du président de la République de créer l'Agence pour les handicapés est très honorable. Elle est très honorable pour ne pas laisser en marge les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont capables de jouer un rôle dans le développement de notre société. Je voudrais vraiment remercier également l'Institut régional de formation sanitaire et sociale qui nous a toujours accompagnés, pas uniquement pour ce projet, mais qui a fait également de l'Institut des sciences de la santé ce qu'il est aujourd'hui et dans tous les domaines. Le directeur qui est donc notre ami Abdelrahman Moussa qui est avec nous ce matin et les deux consultantes qui le suivent vont essayer à travers cet atelier de réfléchir avec vous quels sont, sans copier un modèle déjà prédéterminé, quel est le modèle le plus adéquat pour Djibouti. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans notre situation pour, dans un premier temps, former
les gens qui vont accompagner ces handicapés, et dans un deuxième temps, penser à une maison du handicap où les gens qui sont dans des situations particulièrement difficiles puissent avoir une institution qui puisse les héberger et donc accompagner ces cas difficiles pour qu'ils puissent à l'avenir s'insérer. Le ministre de la Santé, nous restons donc toujours dans cette page santé, le Dr Jamel El-Moukié a convoqué hier l'ensemble des directeurs des hôpitaux et des directeurs centraux dans le cadre d'une réunion préparatoire de l'atelier national sur la riposte intégrée contre le paludisme. A noté également la participation du secrétaire général Dr Saleh Bonaïta, des responsables du programme de lutte contre le paludisme et d'autres programmes transversaux qui ont pris part à cette assise suite au pic récent des notifications des cas de paludisme qui ont été enregistrés au niveau des structures sanitaires. Le ministère de la Santé entend déployer un vaste plan de riposte global sur toute l'étendue du territoire national en vue d'éradiquer, d'endiguer rapidement la propagation du paludisme. Et voir les statistiques concernant la flambée de l'épidémie de ces derniers temps à Djibouti depuis 2013 ont augmenté. Donc suite à ça, le ministre de la Santé, Dr Jamel El-Moukié, a provoqué une réunion de différentes directions et nous préconisons, le ministre lui préconise d'avoir une lutte multisectorielle et d'impliquer les départements concernés tels que l'environnement, l'agriculture, le ministère de l'Intérieur, la décentralisation. À l'issue de cette réunion préparatoire, les responsables du département de la santé ont affirmé leur engagement et leur détermination pour atteindre les objectifs du plan de riposte contre le paludisme. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h. Cette année, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'UNICEF, a célébré pour la première fois à Djibouti la journée mondiale pour un Internet plus sûr, Safe Internet Day, et marqué également dans le monde sa 16e édition. Cette journée s'est tenue le dimanche dernier, c'est-à-dire hier, au centre de développement communautaire du quartier 4 et a pour objectif de conscientiser les jeunes internautes et leurs familles sur les dangers multiples des réseaux sociaux. Pour cette première, la thématique 2019 de cette année est Ensemble pour un meilleur usage d'Internet. Cette journée organisée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en étroite collaboration avec l'UNICEF, fut un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences en présence d'un expert international en communication digitale, M. Courage, un représentant de Djibouti Télécom et également spécialiste de l'Internet, M. Mohamed Omar Dirié, des pères éducateurs adolescents ainsi que les responsables du secrétariat d'État à la jeunesse au sport. Cette journée, riche en échanges et recommandations dans le cadre de la préservation de nos jeunes, des méfaits et des perversions présents dans la communication digitale, était clôturée par la remise des kits et de jeux par l'UNICEF. Notre pays va être le 140e pays à prendre les flambeaux. La journée pour un Internet plus sûr vise à sensibiliser le public et surtout les jeunes à utiliser la technologie de manière responsable, respectueuse, critique et créative. En tant que jeune participante à cette journée, je m'engage personnellement d'être une ambassadrice pour influencer, sensibiliser, prévenir les jeunes sur l'usage de l'Internet. D'autre part, nous voudrons que notre ministre puisse parrainer cette action de célébration chaque année afin de mobiliser l'opinion publique et de protéger les jeunes contre les risques liés à l'utilisation de l'Internet. Et face à l'évolution constante de l'Internet et l'apparition du web social, la popularité des médias est en train de perdre du terrain. C'est ainsi que la RTD, comme toutes les autres chaînes planétaires, doit faire face à de nombreuses mutations en termes d'usage de technologie, mais aussi d'évolution démographique et économique. Certains bouleversements sont directement liés au numérique. C'est pourquoi la RTD a décidé d'adapter sa stratégie à ce nouveau paysage télévisuel en profonde mutation numérique avec le lancement officiel aujourd'hui de son nouveau portail interactif et de son application. Cette application est la pierre angulaire de la stratégie digitale de la RTD qui donne des services innovants aux téléspectateurs à travers ses principales chaînes TV
TV et radio. Outre la diffusion en direct proposée par RTD Mobile, plus de 1500 heures de programmes pourront être visionnés chaque mois en replay ou la télévision ou en télévision de rattrapage. Le visionnage se veut totalement responsive, mobile et très ergonomique. J'y arrive. Ainsi, cette application RTD Mobile est représentative de la télévision numérique enrichie et responsive. La RTD travaille aussi sur d'autres services qui seront bientôt disponibles aux téléspectateurs, comme les guides électroniques des programmes, le filtrage automatique, le téléachat, pour ne citer que cela. Et toute autre chose maintenant, la promotion de l'entrepreneuriat à Djibouti. L'ambassade des États-Unis d'Amérique a organisé une vidéoconférence au sein de la Chambre de commerce de Djibouti sur les différents outils marketing disponibles aux jeunes entrepreneurs djiboutiens. La formation a porté sur les moyens de maximiser leur impact sur leur marche grâce à une forme stratégique de marketing numérique. Des experts en marketing américains ont animé cette vidéoconférence avec la participation des jeunes entrepreneurs djiboutiens. Notre reporter a recueilli donc les réactions de ces jeunes entrepreneurs. Je propose de l'écouter. Donc ce soir, l'activité qu'on a eue, c'était de leur apprendre comment booster leur marketing, leur stratégie de marketing, comment pouvoir accroître la capacité de leurs entreprises sur le marché local. Donc nous pensons que ce sont des skills et des stratégies d'entreprise dont ils auront besoin pour pouvoir booster leur confiance en eux-mêmes surtout, et booster leur entreprise sur le long terme. Donc l'American Corner de Djibouti est un centre qui, entre autres, compte apprendre à des jeunes entrepreneurs comment booster leur entreprise, mais aussi comment apprendre l'anglais et d'autres skills dont ils auront besoin sur le long terme. Toujours en nouvelle nationale, une cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce matin au palais de justice. Elle était présidée par la présidente de la cour d'appel, Naïma Ali Warsama. Elle avait pour objectif de nommer Monsieur Omar Ahmed Cher comme magistrat au 2e grade de la magistrature, conformément à la loi qui règle de la nomination d'un magistrat au sein de l'instance judiciaire du pays. Étaient également présents à cette prestation de serment les magistrats de la cour d'appel, les avocats, la présidente de la cour d'appel, Mme Naïma Ali Warsame. Elle a fait jurer le nouveau magistrat, en l'occurrence Omar Ahmed Cher, pour travailler en toute justesse et loyauté en respectant la loi du pays. Et toujours dans notre page justice de cette édition, dans le cadre de la lutte contre la lutte de la délinquance itinérante, le 16 février dernier, les enquêteurs de la brigade Charmousset et ceux de la brigade de PK12 Nord ont interpellé un multirécidiviste connu dans le milieu de la contrefaçon des billets de banque. En effet, il s'agissait de l'aboutissement d'une enquête de longue date qui a débuté en début du mois de janvier 2019. Et pour ce faire, les enquêteurs de la brigade Charmoussa ont effectué une opération appelée dans le jargon une transaction surveillée. Au cours de celle-ci, les gendarmes ont d'abord loué une chambre au PK12 pour éviter tout soupçon de la part du faussaire. Ensuite, ils se sont fait passer pour des commerçants souhaitant acheter des faux billets de banque. Le contrefacteur, ayant mordu à l'hameçon, a commencé à produire des faux billets en échange d'une somme d'argent en vrais billets que les gendarmes lui ont fournis. À l'issue de la fabrication d'une somme de billets de 10 000 francs et de 2 000 francs, il a été interpellé par les enquêteurs en planque devant la chambre louée. Au cours de son audition, le criminel a déclaré qu'il se livre à ce commerce illicite depuis 2013 et qu'il s'est fait déjà arrêter pour les mêmes faits. Selon lui, il a écoulé une importante somme d'argent sur le marché local. Au cours de cette opération, 3 ordinateurs portables, un scanner puissant avec impression en couleur de marque HP, une clé USB contenant une imprimée des billets de 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs ou encore 1 000 francs et de l'emblème national imprimé sur les billets de banque ainsi qu'une somme d'argent en faux billets de banque ont été saisis. L'individu interpellé sera présenté devant la justice pour contrefaçon des billets de banque ayant cours légal en République de Djibouti.
Et toujours dans l'actualité nationale dans cette édition du Kaiser, nous partons donc dans le sud du pays, notamment à Dikil, où a eu lieu une cérémonie de remise des dons de livres composés des méthodes de lecture aux établissements de primaire, des manuels scolaires, des livres de lecture suivis, des dictionnaires ainsi que des ouvrages, des guides pour les enseignants offertes par l'association de la caravane du livre. Ces dons de livres comptent environ 1500 livres de tout genre et ont été octroyés au sein du lycée de Dikil. L'objectif était de promouvoir la lecture de nos élèves et les intervenants ont incité aux élèves de lire une étape cursus pour une étape, c'est une bonne étape pour la réussite de leur cours scolaire et universitaire. Des manuels scolaires, des dictionnaires, des encyclopédies et des livres aussi divers, composés environ 1500, à peu près 1500 livres. Donc, je profite de cette occasion pour remercier sincèrement les membres de l'association des caravanes des livres. Nos objectifs sont, entre autres, de promouvoir la littérature djiboutienne, de rapprocher les auteurs et le public djiboutien, d'aller dans les établissements scolaires et de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la lecture et de l'écriture. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est dans le cadre d'une mission et qui consiste à faire un don de livres à tous les établissements scolaires du Sud. Ces livres sont composés des méthodes de lecture destinées aux établissements du primaire, des livres de lecture suivis, des manuels scolaires, mais également des ouvrages, des guides pour les enseignants, pour dire combien c'est important que cette action puisse déboucher sur quelque chose de concret. Nous, l'objectif c'est de donner des livres, mais après la suite, on attend que les gens des Dikil puissent s'engager. L'association, la caravane de développement de Gobaad a procédé également au lancement du projet de renforcement des capacités des associations de la région de Dikil. Cet atelier, co-présidé par le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Arre, et le chargé de projet de l'association de la caravane de développement de Gobaad, Idriss Mohamed Abdallah, s'est tenu dans la salle de réunion du conseil régional et a vu la participation des représentants des associations locales. L'objectif de cet atelier était d'informer les participants sur l'intérêt, l'importance et le déroulement du projet. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de renforcement des capacités financées par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, l'association de la caravane du Gobaad s'attellera à plusieurs points. Les représentants associatifs se sont réjouis de la mise en place d'une telle initiative et ils ont tenu à remercier les bailleurs de fonds et les organisateurs. À la page sport de cette édition, la Fédération djiboutienne de volleyball a lancé officiellement ses activités de la saison sportive 2019 à la plage du Héran. En effet, pour l'ouverture de sa saison, cette dernière a choisi un tournoi de beach volley auquel ont pris part plusieurs équipes d'adeptes de cette discipline. Ces équipes se sont affrontées toute la journée dans une ambiance débonnaire sous les applaudissements des badauds venus nombreux en ce week-end. C'est l'équipe des Castors qui a remporté donc ce premier tournoi de la saison face à une équipe bien rodée des forces françaises stationnées à Djibouti, suivie en troisième position par l'équipe de la 5e Réam. Une initiative qui a séduit tous les participants prêts à relever le défi de la deuxième édition avec impatience et beaucoup d'engouement. En nouvelles du pays, en nouvelles internationales maintenant, je vous annonçais donc dans les titres, l'ONU annonce un accord sur le retrait des forces en présence à Hodeïda. L'ONU donc a annoncé ceci hier, que le gouvernement yéménite et les rebelles houthis se sont entendus sur la phase 1 du redéploiement de leurs forces prévues par l'accord de décembre dernier sur le statut de la ville portuaire d'Hodeïda. Le gouvernement yéménite et les représentants des rebelles houthis sont parvenus à un accord sur la première phase de redéploiement de leurs forces prévue par l'accord conclu en Suède sur le statut de la ville portuaire de Hodeïda à l'ouest du Yémen. Ils ont annoncé donc les Nations Unies
Les premiers retraits des combattants de Hodeida, port stratégique sur la mer Rouge, auraient dû intervenir 2 semaines après l'entrée en vigueur le 18 décembre de la trêve négociée en Suède. Si cette dernière est globalement respectée selon l'ONU, des retards ont été pris dans le redéploiement des combattants comme dans un échange des prisonniers. Les Nations Unies espèrent que ces derniers développements permettront d'acheminer de la nourriture et de l'aide médicale dans un pays où la guerre a mis 14 millions de Yéménites au bord de la famine. Un nouveau round de discussion est prévu dans une semaine pour finaliser les détails de la phase 2 du redéploiement précisé, ce qu'a précisé le communiqué de l'ONU. Les discussions qui s'est tenues samedi et dimanche étaient la 4e rencontre entre les belligérants pour tenter de trouver un accord sur les modalités du retrait des forces depuis l'entrée en vigueur de cette trêve. L'appel de Marco Rubio aux militaires vénézuéliens. Le sénateur républicain américain Marco Rubio appelle les militaires vénézuéliens à laisser entrer dans leur pays l'aide humanitaire en provenance des États-Unis. Marco Rubio a lancé cet appel dimanche depuis la ville colombienne de Cúcuta, située à la frontière avec le Venezuela. Il y a parfois, a-t-il dit, des moments où l'on doit prendre une décision qui définira le reste de sa vie. Ce moment est arrivé pour des nombreux militaires, policiers et membres de la garde nationale. Allez-vous dépêcher que la nourriture et les médicaments parviennent à votre propre peuple, à votre propre famille et à vos voisins, a-t-il déclaré. Le sénateur, en marge de la visite d'un centre de stockage de l'aide humanitaire à Cúcuta, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela, le mois dernier a salué sur Twitter le soutien de Marco Rubio. L'opposant a donné rendez-vous à ses partisans pour convoyer samedi prochain l'aide humanitaire stockée dans les pays frontaliers. Il a promis qu'à cette date, l'aide entrera quoi qu'il arrive, par la terre ou par la mer, pour former une avalanche humanitaire au risque d'une épreuve de force avec l'armée loyaliste de Nicolás Maduro, qui y voit ou prétexte pour une intervention militaire des États-Unis. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 22h, Inch'Allah. Entre-temps, portez-vous bien. À très vite. Bye bye.